Je suis là pour vous aider à vous détendre et à dormir. Donc, si vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire en indiquant votre ville et l'heure à laquelle vous regardez. Maintenant, respirez profondément, détendez-vous et commençons. Je ne suis jamais allé courir la nuit depuis cette expérience terrifiante l'année dernière. C'était une soirée d'automne fraîche mais agréable à Lancaster, où je faisais mes études. J'avais pris l'habitude de courir tard le soir pour me vider la tête après une longue journée de cours et de révision. Ce soir-là, j'ai décidé de prendre un nouveau chemin qui passait devant le vieux cimetière de la ville. Il était presque 23 heures et les rues étaient désertes. Seul le bruit de mes pas et ma respiration rythmée troublaient le silence. Alors que j'approchais du cimetière, j'ai aperçu une silhouette près des grilles d'entrée. En me rapprochant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une petite fille, probablement âgée d'une dizaine d'années. Elle était accroupie contre les barreaux, la tête dans les mains. Mon cœur s'est serré en entendant ses sanglots étouffés. Que faisait une enfant seule dehors à cette heure-ci ? Je me suis arrêté à quelques mètres d'elle, ne voulant pas l'effrayer. « Hé, petite, est-ce que ça va ?» ai-je demandé doucement. Elle a relevé la tête brusquement, comme surprise par ma présence. Son visage pâle était strié de larmes. Ses yeux semblaient étranges, trop grands, trop brillants dans l'obscurité. Un frisson m'a parcouru l'échine. « Je suis perdue », a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. Je ne retrouve plus ma maison. Je me suis approché lentement, essayant d'avoir l'air rassurant malgré mon malaise grandissant. Quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas laisser cet enfant seul ici. « Ne t'inquiète pas, on va trouver de l'aide. Comment tu t'appelles ?» Elle a hésité avant de répondre dans un souffle. « Marie. »« D'accord, Marie. Je m'appelle Thomas. Je vais appeler la police pour qu'ils nous aident à retrouver tes parents. D'accord ?» J'ai sorti mon téléphone de ma poche, mais au moment où j'allais composer le numéro, j'ai remarqué que Marie s'était relevée. Elle me fixait intensément, immobile. Son regard vide me glaçait le sang. « Marie, tout va bien se passer, ne t'en fais pas », ai-je dit en essayant de garder une voix calme. C'est alors que j'ai remarqué ses vêtements. Une robe blanche à l'ancienne, aux manches bouffantes, des chaussures en cuir usé. Ce n'était pas du tout une tenue d'enfant moderne. Mes mains tremblaient tandis que je composais le numéro d'urgence. Marie continuait de me fixer sans bouger. J'avais l'impression que la température avait chuté de plusieurs degrés. « Allô ? Police secours ?» ai-je dit dès qu'on a décroché. « Je suis près du cimetière de Lancaster. J'ai trouvé une petite fille perdue qui... » Ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Marie n'était plus là. J'ai balayé frénétiquement les alentours du regard, mais elle avait disparu. Comme si elle s'était évaporée en une fraction de seconde. « Monsieur ? Vous êtes toujours là ?» demandait la voix au téléphone. J'ai bégayé une explication confuse à l'opératrice, qui m'a dit qu'une patrouille allait venir vérifier. Mais j'étais incapable de rester sur place. La peur me paralysait. Je suis rentré chez moi en courant comme un dératé, jetant constamment des coups d'œil par-dessus mon épaule. J'avais l'horrible sensation d'être observé, suivi. Une fois dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte à double tour et fermé tous les rideaux. Mon cœur battait à tout rompre. Je tremblais de tous mes membres, incapable de me calmer. J'ai passé une nuit blanche, sursautant au moindre bruit. Le lendemain matin, épuisé et encore sous le choc, je suis retourné au cimetière. Les policiers n'avaient évidemment rien trouvé. J'ai interrogé les habitants du quartier, montré le portail où j'avais vu Marie. Personne n'avait rien remarqué d'inhabituel. Le gardien du cimetière m'a regardé avec sympathie quand je lui ai raconté mon histoire. « Ah, vous avez dû rencontrer la petite Marie », a-t-il dit en hochant la tête. « Ça arrive de temps en temps. Elle apparaît toujours près de l'entrée, en pleurant. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Que voulez-vous dire ? Le vieil homme m'a conduit à une tombe ancienne, couverte de mousse. L'inscription était à peine lisible. Marie Dupont, 1872-1882.
La pauvre petite est morte de la tuberculose, m'a expliqué le gardien. On raconte qu'elle s'est enfuie de chez elle juste avant de mourir, terrifiée par la maladie. Son fantôme errerait encore, cherchant le chemin du retour. J'étais pétrifié, incapable de détacher mon regard de la pierre tombale. Le souvenir du visage pâle de Marie, de ses yeux étranges, me hantait. « Ne vous en faites pas, elle ne fait de mal à personne », a ajouté le gardien en voyant mon air bouleversé. Elle disparaît toujours quand on essaie de l'aider, comme si elle avait peur qu'on l'empêche de rentrer chez elle. Je suis resté longtemps devant cette tombe, essayant de comprendre ce qui m'était arrivé. Était-ce vraiment possible? Avais-je vraiment vu le fantôme d'une enfant morte il y a plus d'un siècle? Les jours suivants ont été difficiles. Je dormais mal, hanté par des cauchemars où je voyais Marie me fixer de ses yeux vides. J'avais l'impression de la voir du coin de l'œil partout où j'allais. J'ai fini par aller consulter un psychologue, persuadé que j'avais eu une sorte d'hallucination due au stress ou à la fatigue. Mais au fond de moi, je savais ce que j'avais vu. Petit à petit, j'ai réussi à reprendre une vie normale, mais je n'ai plus jamais couru la nuit. Et je fais toujours un détour pour éviter de passer près du cimetière, surtout quand il fait sombre. Il m'arrive encore parfois de me réveiller en sursaut, avec l'impression d'entendre des pleurs d'enfants au loin. Dans ces moments-là, je ne peux m'empêcher de penser à Marie, errant seule dans la nuit, cherchant désespérément le chemin de sa maison. Cette expérience m'a profondément marqué. J'ai toujours été quelqu'un de rationnel, mais depuis cette nuit-là, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache vraiment dans l'obscurité. Y a-t-il des choses que la science ne peut expliquer? Des âmes perdues qui continuent à hanter notre monde? Je n'ai plus jamais revu Marie. Mais parfois, quand je passe près du cimetière en plein jour, j'ai l'impression de sentir un regard posé sur moi, et un frisson me parcourt l'échine, comme ce soir-là. Je ne sais pas si je croirai un jour vraiment aux fantômes, mais une chose est sûre, cette rencontre a changé ma perception du monde. Il y a peut-être plus de mystères autour de nous que nous ne voulons bien l'admettre. J'ai longtemps hésité avant de partager cette histoire. J'ai peur qu'on me prenne pour un fou, ou qu'on pense que j'invente tout ça. Mais j'avais besoin d'en parler, de mettre des mots sur cette expérience troublante. Si vous passez un jour par le cimetière de Lancaster la nuit, soyez vigilants. Et si vous entendez des pleurs d'enfants, ne vous retournez pas. J'habite dans un immeuble tranquille depuis quelques années maintenant. Je connais la plupart de mes voisins. On se salue poliment quand on se croise dans les couloirs ou l'ascenseur. Rien d'extraordinaire, juste la vie normale d'un immeuble parisien. Enfin, c'était le cas jusqu'à il y a environ 6 mois. C'est à ce moment-là qu'un nouveau voisin a emménagé dans l'appartement juste en face du mien. Un homme d'une quarantaine d'années, plutôt grand et mince, avec des cheveux grisonnants. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Juste un nouveau visage dans l'immeuble. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était un mardi matin. Je sortais pour aller travailler et il rentrait chez lui. On s'est croisés dans le couloir et j'ai naturellement souri en disant bonjour. Sa réaction m'a surprise. Il m'a lancé un regard noir, rempli de mépris, comme si ma simple présence l'offensait. J'ai été tellement prise au dépourvu que je suis resté figé quelques secondes après qu'il soit passé. Je me suis dit que j'avais peut-être mal interprété, qu'il avait simplement passé une mauvaise nuit. Mais les jours suivants, ça s'est répété. À chaque fois que je le croisais, il me regardait avec ce même air de dégoût. Jamais un mot, jamais un signe de tête. Juste ce regard glacial. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise chez moi. Je guettais les bruits dans le couloir avant de sortir, pour éviter de le croiser. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, je l'ai aperçu qui sortait les poubelles. Il ne m'avait pas vu arriver. Quand il s'est retourné et m'a remarqué, son visage s'est transformé en un masque de haine pure. Il a serré les poings si fort que j'ai cru qu'il allait me frapper. J'ai accéléré le pas, le cœur battant,
et je me suis enfermé chez moi à double tour. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. Je ne comprenais pas ce que j'avais pu lui faire pour mériter une telle hostilité. Je ne lui avais jamais parlé. Je ne connaissais même pas son nom. Pourtant, il semblait me haïr de toutes ses forces. J'ai essayé d'en parler à d'autres voisins pour voir s'ils avaient remarqué quelque chose. Mais apparemment, il se comportait normalement avec tout le monde sauf moi. Certains m'ont même dit qu'il était plutôt sympathique et souriant. J'ai commencé à douter de moi-même. Est-ce que j'imaginais tout ça? Un samedi matin, je suis sorti faire quelques courses. En rentrant, je l'ai croisé dans l'ascenseur. J'ai hésité à prendre les escaliers, mais j'étais chargé et 6 étages à pied, ça faisait beaucoup. Je suis donc entré, évitant soigneusement son regard. L'atmosphère était pesante, j'avais l'impression d'étouffer. Soudain, il s'est tourné vers moi. J'ai retenu mon souffle, m'attendant au pire. Mais à ma grande surprise, il m'a adressé un large sourire. Pas un sourire amical, non. Un sourire inquiétant, presque menaçant. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce sourire me terrifiait encore plus que ses regards haineux. Quand les portes se sont ouvertes à notre étage, il est sorti en premier. Puis il s'est retourné et m'a fixé intensément, toujours avec ce sourire effrayant, jusqu'à ce que les portes se referment. J'ai attendu quelques secondes avant de sortir, tremblante. À partir de ce jour-là, son comportement est devenu encore plus imprévisible. Parfois, il me regardait avec ce mépris habituel. D'autres fois, il m'ignorait complètement, comme si j'étais invisible. Et de temps en temps, il m'adressait ce sourire glaçant qui me donnait envie de fuir. J'ai commencé à avoir du mal à dormir. Je sursautais au moindre bruit dans le couloir. J'avais l'impression constante d'être observé. Un jour, en rentrant du travail, j'ai cru le voir qui s'éloignait rapidement de ma porte. Avait-il essayé d'entrer chez moi? J'ai vérifié ma serrure, mais elle ne semblait pas avoir été forcée. Une nuit, vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par des bruits sourds venant de chez lui, comme s'il déplaçait des meubles ou frappait contre les murs. Ça a duré presque 1 heure. J'étais terrifié, recroquevillé dans mon lit, n'osant pas bouger. Le lendemain matin, quand je suis sorti, j'ai remarqué des traces sur le mur du couloir, juste à côté de sa porte, comme si quelque chose avait été traîné. J'ai pensé à déménager, mais je ne voulais pas laisser cet homme me chasser de chez moi. Et puis, comment expliquer la situation à mon propriétaire ou à de potentiels acheteurs? Oh, je pars parce que mon voisin me regarde bizarrement. Ça paraissait ridicule dit comme ça. Un soir, alors que je rentrais du travail, je l'ai trouvé devant ma porte. Il fixait intensément la serrure, comme s'il essayait de l'ouvrir par la force de son esprit. Quand il m'a entendu arriver, il s'est retourné lentement. Son visage était complètement inexpressif, comme un masque blanc. Puis, en l'espace d'une seconde, il a affiché ce sourire terrifiant. « Bonsoir, voisine », m'a-t-il dit d'une voix douce qui contrastait avec son expression. C'était la première fois que je l'entendais parler. Sa voix m'a fait frissonner. Il est parti vers son appartement, me laissant tremblante et incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Le lendemain, j'ai décidé d'aller voir la police. J'ai expliqué la situation, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire tant qu'il n'y avait pas de menace directe ou d'acte criminel. Ils m'ont conseillé d'installer une caméra devant ma porte, au cas où. J'ai suivi leurs conseils. Pendant plusieurs jours, la caméra n'a rien enregistré d'anormal. Puis, une nuit, vers 2 heures du matin, elle s'est déclenchée. Sur la vidéo, on voyait mon voisin sortir de chez lui et s'approcher de ma porte. Il est resté là, immobile, pendant presque 1 heure. Parfois, il touchait la porte du bout des doigts. D'autres fois, il collait son oreille contre le bois, comme s'il essayait d'entendre quelque chose. Puis il est reparti aussi silencieusement qu'il était venu. J'ai montré la vidéo à la police,
Mais ils m'ont dit que ce n'était toujours pas suffisant pour intervenir, qu'ils n'avaient rien fait d'illégal. J'étais désespéré. Les jours suivants ont été un enfer. Je l'entendais constamment faire des allers-retours dans le couloir. Parfois, il s'arrêtait devant ma porte et restait là, sans bouger, pendant de longues minutes. Je n'osais plus sortir de chez moi. Je me faisais livrer mes courses et j'ai pris des congés au travail, prétextant une grippe. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'avais l'impression d'avoir entendu un bruit dans mon appartement. J'ai allumé la lumière, le cœur battant. Tout semblait normal. Puis j'ai remarqué que la porte de mon placard était entr'ouverte. J'étais sûr de l'avoir fermée avant de me coucher. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis approché. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli hurler. Sur le mur du fond du placard, il y avait une photo de moi. Une photo récente, prise à mon insu dans la rue. Et tout autour, des dizaines de petits mots griffonnés. Pourquoi ? Tu dois partir. C'est ta faute. J'ai appelé la police immédiatement. Cette fois, ils sont venus. Ils ont pris des photos, relevé des empreintes, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'effraction. Comment était-il entré ? Comment avait-il pu faire ça sans que je m'en rende compte ? Les policiers sont allés interroger mon voisin. Il a nié en bloc, affirmant qu'il ne comprenait pas de quoi on l'accusait. Il a même joué la surprise quand on lui a parlé de son comportement étrange envers moi. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. J'ai toujours été cordial avec ma voisine, a-t-il dit. Les policiers m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire de plus pour le moment, mais qu'ils allaient garder un œil sur la situation. J'ai passé les nuits suivantes chez une amie. Je ne me sentais plus en sécurité chez moi. Quand je suis revenu quelques jours plus tard, tout semblait calme. Trop calme. Je n'entendais plus aucun bruit venant de chez mon voisin. Au bout d'une semaine, intrigué par ce silence, j'ai osé demander au gardien de l'immeuble. Il m'a regardé d'un air étonné. « Mais madame, l'appartement d'en face est vide depuis des mois. Le locataire est parti il y a presque un an et on n'a toujours pas trouvé de nouveau locataire. » J'ai cru que j'allais m'évanouir. Comment était-ce possible? J'ai insisté, décrit mon voisin, parlé des bruits, des rencontres dans le couloir. Le gardien m'a écouté avec un air de plus en plus inquiet. « Madame, je vous assure que personne n'a vécu dans cet appartement depuis des mois. Vous voulez que j'appelle quelqu'un ? » Je suis remonté chez moi, complètement perdu. Est-ce que j'avais imaginé tout ça ? Est-ce que je devenais folle ? J'ai regardé la porte de l'appartement d'en face. Elle semblait effectivement abandonnée, avec une fine couche de poussière sur la poignée. Tremblante, j'ai sorti mon téléphone pour revoir la vidéo de la caméra, celle où on voyait mon voisin devant ma porte en pleine nuit. Mais quand j'ai lancé la lecture, mon sang s'est glacé. La vidéo montrait bien le couloir, ma porte. Mais il n'y avait personne. Juste le couloir vide pendant 1 heure. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu mon étrange voisin. Les bruits ont cessé, les regards aussi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant ces 6 mois? Ai-je imaginé tout ça? Ou y a-t-il une explication que je n'arrive pas à comprendre? Parfois, la nuit, je crois encore entendre des pas dans le couloir. Et quand je regarde par le Judas, j'ai l'impression fugace de voir ce sourire inquiétant disparaître dans l'obscurité. Mais quand j'ouvre la porte, il n'y a jamais personne. Juste le silence et cette question qui me hante. Que s'est-il vraiment passé ? Je me souviens encore de cette journée comme si c'était hier, bien que plus de 20 ans se soient écoulés depuis. J'avais 10 ans à l'époque, et c'était l'été dans le sud du Mississippi. La chaleur était étouffante, l'air lourd et humide collait à la peau. Mais pour un gamin comme moi, c'était le paradis. Pas d'école, des journées entières à explorer les bois et le lac près de notre maison. Ce jour-là, je m'étais levé tôt, excité à l'idée d'aller pêcher.
J'avais préparé mon matériel la veille. Ma canne à pêche, des vers de terre dans une boîte, un seau pour rapporter mes prises. Bouli, notre vieux labrador, m'accompagnait comme toujours. Il était mon meilleur ami, mon protecteur. Nous sommes partis vers le lac dès que le soleil s'est levé. Le chemin à travers les bois était familier, parsemé de racines et de fougères. Les cigales chantaient déjà, annonçant une journée caniculaire. Bouli trottinait devant moi, la queue battante, s'arrêtant parfois pour renifler une odeur intéressante. Arrivé au bord du lac, j'ai choisi mon coin habituel. Un vieil arbre tombé formait un pont naturel sur l'eau. C'était l'endroit parfait pour lancer ma ligne. Je me suis installé confortablement, les pieds dans l'eau fraîche. Bouli s'est couché à côté de moi, vigilant comme toujours. Les premières heures ont passé tranquillement. J'ai attrapé quelques petits poissons, rien d'extraordinaire, mais j'étais content. Le soleil montait dans le ciel, la chaleur devenait de plus en plus intense. Les bruits de la forêt formaient un fond sonore apaisant, le clapotis de l'eau, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux. C'est vers midi que tout a basculé. J'étais concentré sur ma ligne, espérant attraper enfin un gros poisson, quand j'ai senti Bouli se raidir à côté de moi. Ses oreilles se sont dressées et un grognement sourd est sorti de sa gorge. Intrigué, j'ai levé les yeux. Au début, je n'ai rien vu d'anormal. Juste la rive opposée du lac, avec ses arbres et ses buissons. Puis, mon regard a été attiré par un mouvement. Entre deux arbres, il y avait quelque chose, quelqu'un. C'était un homme, je crois. Grand, très grand. Il se tenait immobile, à moitié caché par les arbres. Je ne pouvais pas distinguer clairement son visage, mais je sentais son regard fixé sur moi. Un frisson m'a parcouru l'échine malgré la chaleur. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était peut-être une illusion due à la lumière. Mais non, il était toujours là. Et soudain, il a bougé. Lentement, très lentement, il s'est déplacé d'un arbre à l'autre. Ses mouvements étaient étranges, pas naturels, comme s'il glissait plutôt que de marcher. La peur m'a saisi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Bouli grognait de plus en plus fort, les poils de son dos hérissés. J'ai voulu me lever, mais mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber dans l'eau. L'homme, si c'en était vraiment un, continuait de bouger le long de la rive, toujours lentement, toujours en me fixant. Je ne voyais toujours pas son visage clairement, mais je sentais son regard sur moi. Un regard froid, vide, qui me glaçait jusqu'aux os. J'ai enfin réussi à me mettre debout. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber ma canne à pêche dans l'eau. Je l'ai laissée là, trop effrayé pour penser à la récupérer. Bouli s'est levé aussi, se plaçant devant moi dans une posture protectrice. L'homme s'est arrêté. Il était maintenant complètement sorti des arbres, se tenant au bord de l'eau. Il était encore plus grand que je ne l'avais pensé. Sa silhouette était floue, comme s'il était entouré d'une sorte de brume. Et son visage, je ne pouvais toujours pas le voir clairement, mais quelque chose n'allait pas. Il semblait déformé. La panique m'a submergé. J'ai attrapé Bouli par le collier et j'ai commencé à reculer sans quitter l'homme des yeux. Il n'a pas bougé, mais son regard me suivait. J'ai senti quelque chose craquer sous mon pied, probablement une branche, et le bruit m'a fait sursauter violemment. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. J'ai fait volte-face et je me suis mis à courir. Courir comme je n'avais jamais couru de ma vie. Bouli galopait à côté de moi, aboyant furieusement. Je ne regardais pas où j'allais, trébuchant sur les racines, me griffant aux branches basses. Tout ce que je voulais, c'était m'éloigner de cet homme, de cette chose au bord du lac. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Mes poumons brûlaient, mes jambes me faisaient mal, mais la terreur me poussait en avant. Je n'osais pas regarder derrière moi, persuadé que si je le faisais, je verrais l'homme juste derrière moi, sa main tendue pour m'attraper.
Quand j'ai enfin aperçu notre maison à travers les arbres, j'ai cru que j'allais pleurer de soulagement. J'ai franchi la porte d'entrée en trombe, la claquant derrière moi et tournant le verrou. Bouli est entré juste après moi, haletant et tremblant. Mes parents étaient dans la cuisine et ont accouru, alarmés par mon entrée fracassante. Je me suis effondré dans les bras de ma mère, sanglotant et bafouillant des explications incohérentes. Mon père est sorti pour vérifier les alentours, mais bien sûr, il n'a rien trouvé. Les jours suivants ont été un cauchemar. Je refusais de sortir de la maison, sursautant au moindre bruit. Mes parents étaient inquiets, ne comprenant pas ce qui m'était arrivé. Ils ont fini par mettre ça sur le compte d'une imagination trop fertile, peut-être nourrie par trop d'histoires effrayantes. Mais je savais ce que j'avais vu. Cette silhouette immense, ces mouvements inhumains, ce regard vide. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. C'était réel, aussi réel que la peur qui me nouait encore l'estomac. Les semaines ont passé, puis les mois. Petit à petit, j'ai recommencé à sortir, mais jamais seul. Et jamais, au grand jamais, je ne suis retourné au lac. Même aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'idée de m'approcher de cet endroit me donne des sueurs froides. J'ai grandi, j'ai quitté le Mississippi, j'ai construit ma vie ailleurs. Mais le souvenir de cette journée ne m'a jamais quitté. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, avec l'impression de sentir ce regard froid posé sur moi. Je ne sais pas ce que j'ai vu ce jour-là au bord du lac. Un homme, un esprit, quelque chose d'autre, que mon esprit d'enfant n'a pas pu comprendre. Je ne le saurai probablement jamais. Mais une chose est sûre, cette expérience a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui encore, quand je me promène dans les bois ou près d'un plan d'eau, je ne peux m'empêcher de scruter les ombres entre les arbres. Et parfois, juste parfois, j'ai l'impression de voir une silhouette immobile, me fixant de son regard vide. Dans ces moments-là, je sens mon cœur s'emballer, et je me retrouve à nouveau comme ce petit garçon de 10 ans terrorisé au bord d'un lac du Mississippi. Cette expérience m'a appris que le monde est plein de mystères, de choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre, mais simplement accepter que certaines choses resteront toujours inexpliquées. J'ai passé une journée qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'était censé être une sortie agréable au parc avec ma meilleure amie Sam, mais ça s'est transformé en véritable cauchemar. Tout a commencé par une belle matinée ensoleillée. Sam et moi avions décidé de profiter du beau temps pour aller nous promener dans le parc d'État de Devil's Lake, dans le Wisconsin. On adorait y aller depuis qu'on était petite. C'était notre endroit préféré pour se détendre et profiter de la nature. On est arrivé vers 10 heures du matin. Il n'y avait pas grand monde, juste quelques familles et des joggeurs. L'air était frais et on entendait les oiseaux chanter. On a commencé par marcher tranquillement sur un des sentiers, en discutant de tout et de rien. Après environ 1 heure de balade, on a décidé de faire une pause et de s'asseoir sur un banc près du lac. C'est là que j'ai remarqué pour la première fois cette voiture qui roulait lentement sur la route qui longe le parc. C'était une vieille Chevrolet bleue délavée, avec 4 hommes à l'intérieur. Ils nous fixaient d'un air malsain en passant devant nous. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mais quand la voiture est repassée une deuxième fois quelques minutes plus tard, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Les types nous dévisageaient toujours, et l'un d'eux nous a même fait un clin d'œil. J'ai dit à Sam que ces mecs me mettaient mal à l'aise. Elle les a regardés aussi et m'a dit qu'on ferait mieux de bouger. On s'est levé et on est parti dans la direction opposée, vers un sentier qui s'enfonçait dans les bois. On a marché un bon quart d'heure sans incident. Je commençais à me détendre un peu, en me disant que j'avais sûrement exagéré. Mais soudain, j'ai entendu le bruit d'un moteur qui approchait. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi et j'ai vu avec horreur que la Chevrolet bleue était là, sur le petit chemin de terre qui longeait le sentier. Les 4 types étaient toujours dedans et ils avançaient lentement à notre hauteur. L'un d'eux a baissé sa vitre et nous a lancé
Hé les filles, vous voulez pas venir faire un tour avec nous? Son ton était faussement amical, mais son regard était glacial. Sam leur a crié de nous laisser tranquilles. Ça les a fait rire. Le conducteur a accéléré un peu pour se mettre juste devant nous, nous bloquant le passage. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai attrapé le bras de Sam et je lui ai dit qu'il fallait qu'on s'enfonce dans les bois, loin du chemin. On s'est mis à courir entre les arbres. J'entendais les types qui criaient derrière nous, mais je n'osais pas me retourner. On a couru pendant ce qui m'a semblé être une éternité, jusqu'à ce qu'on ne les entende plus. On s'est arrêté, essoufflé, pour reprendre notre souffle. Sam était pâle comme un linge. Elle m'a demandé si je pensais qu'on les avait semés. J'ai tendu l'oreille, mais je n'entendais rien d'autre que le vent dans les feuilles. On a décidé de continuer à marcher, en essayant de retrouver notre chemin vers le parking. On était complètement perdus, mais tout valait mieux que de retomber sur ces types. Après une bonne demi-heure de marche, on a fini par retrouver un sentier balisé. On commençait à se dire qu'on était tiré d'affaire. Mais c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. On a entendu des voix d'hommes qui approchaient. Et quelques secondes plus tard, ils sont apparus au détour du sentier. C'étaient eux, les 4 types de la voiture. Ils nous ont vus et se sont mis à sourire d'un air mauvais. « Tiens, regardez qui voilà !» a lancé l'un d'eux. « On vous cherchait partout, les filles. » Sam et moi, on s'est regardés, terrorisés. Ils ont commencé à avancer vers nous. L'adrénaline a pris le dessus et on s'est remises à courir comme des folles, en s'enfonçant à nouveau dans les bois. Cette fois, ils nous ont poursuivis à pied. J'entendais leurs pas lourds derrière nous, qui se rapprochaient. L'un d'eux a crié « Vous pouvez pas nous échapper !» Son rire glaçant résonnait dans la forêt. On courait à en perdre haleine, slalomant entre les arbres. Des branches nous griffaient le visage, mais on s'en fichait. La seule chose qui comptait, c'était de leur échapper. À un moment, j'ai trébuché sur une racine, et je suis tombé. Sam s'est arrêté pour m'aider à me relever. J'ai entendu les types qui approchaient. Ils devaient être à une 50aine de mètres derrière nous. Sam m'a tiré par le bras et on s'est remis à courir. Mais j'avais mal à la cheville et je ralentissais. Sam m'encourageait. « Allez, tiens bon, on va y arriver. » Soudain, on est arrivés au bord d'un petit ravin. Il y avait une pente raide qui descendait sur une dizaine de mètres. Sans hésiter, on s'est lancé. On a dévalé la pente en roulant et en glissant. Arrivé en bas, on était couverte de terre et d'égratignures, mais on n'avait rien de grave. On s'est relevé tant bien que mal et on a continué à courir. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Les types étaient en haut du ravin. Ils hésitaient visiblement à descendre la pente raide. Ça nous a fait gagner un peu d'avance. On a couru encore quelques minutes avant de s'arrêter, à bout de souffle. On ne les entendait plus. Sam a repéré un gros rocher couvert de mousse et m'a fait signe de la suivre. On s'est caché derrière, en essayant de faire le moins de bruit possible. On est resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'avais l'impression que mon cœur battait tellement fort qu'ils allaient forcément nous entendre. Mais petit à petit, le silence est revenu dans la forêt. Au bout d'un long moment, Sam a murmuré qu'on devrait peut-être bouger. Mais j'étais paralysé par la peur. Et s'ils nous attendaient de plus loin? Et si on tombait à nouveau sur eux? Finalement, après presque une heure cachée derrière ce rocher, on a décidé qu'il fallait qu'on essaie de retrouver la sortie du parc. On s'est levés avec précaution, aux aguets du moindre bruit suspect. On a marché lentement, en silence, sur nos gardes. Chaque craquement de branches nous faisait sursauter. Mais peu à peu, on a fini par retrouver des sentiers balisés. Et miracle, on a aperçu au loin le parking où on avait laissé notre voiture. Quand on est enfin arrivés à la voiture, j'ai fondu en larmes. La tension accumulée retombait d'un coup. Sam m'a prise dans ses bras en me disant que c'était fini, qu'on était en sécurité maintenant. On est rentré chez moi et on a passé la soirée blottis l'une contre l'autre sur le canapé, encore sous le choc. On n'arrivait pas à croire ce qui nous était arrivé. Le lendemain, on est allé porter plainte à la police.
Mais sans la plaque d'immatriculation de la voiture, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ça m'a rendu folle de rage et d'impuissance. Cette expérience nous a profondément marqués, Sam et moi. Pendant des semaines, j'ai fait des cauchemars où ces types nous poursuivaient. Au moindre bruit suspect dans la rue, je sursautais. Ça fait maintenant plusieurs mois, mais j'ai toujours du mal à me sentir en sécurité quand je sors seul. Sam et moi, on ne va plus jamais dans ce parc, sauf accompagné d'autres amis. Et même là, on reste toujours sur nos gardes. Je repense souvent à cette journée, et je me demande ce qui se serait passé si on n'avait pas réussi à leur échapper. Ça me glace le sang rien que d'y penser. Cette expérience m'a fait prendre conscience à quel point le monde peut être dangereux, même dans des endroits qu'on pensait sûrs. Maintenant, je suis toujours sur mes gardes quand je sors. Je vérifie constamment autour de moi, je ne me balade plus seul dans des endroits isolés. Je sais que la plupart des gens sont bienveillants, mais cette journée m'a appris que le danger peut surgir n'importe quand, n'importe où, et que parfois la seule chose à faire c'est de fuir et de se battre pour sa survie. Je ne comprends toujours pas pourquoi ces hommes nous ont pris pour cible ce jour-là. Était-ce juste un jeu pour eux? Ou avaient-ils des intentions encore plus sombres? Je ne le saurai probablement jamais, et c'est peut-être mieux ainsi. Ce qui me hante le plus, c'est de savoir qu'ils sont toujours en liberté. Ont-ils fait la même chose à d'autres femmes? Y aura-t-il d'autres victimes? J'espère sincèrement que non, mais je ne peux m'empêcher d'y penser. Cette expérience a changé ma vision du monde et ma façon d'interagir avec les autres. Je suis devenue plus méfiante, plus prudente. Certains me disent que je suis devenu paranoïaque. Mais pour moi, c'est une question de survie. Je sais que je ne pourrai jamais oublier cette journée, ces visages, ces voix, cette peur viscérale. Tout est gravé dans ma mémoire. Mais j'essaie d'aller de l'avant, de ne pas laisser cette expérience définir qui je suis. Sam et moi, on en parle souvent. Ça nous aide à surmonter ce traumatisme. On se répète qu'on a été forte, qu'on a réussi à s'en sortir. Ça nous rappelle qu'ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je repense à cette journée, je ressens un mélange de peur et de fierté. Peur de ce qui aurait pu arriver, mais fierté d'avoir réussi à s'en sortir. Cette expérience m'a montré que j'étais plus forte que je ne le pensais. Je ne sais pas si un jour je pourrai retourner dans ce parc sans avoir peur. Mais ce que je sais, c'est que cette expérience ne me définit pas. Je suis une survivante, pas une victime. Et chaque jour, j'essaie de me le rappeler. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un samedi comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais. Je m'étais levé tôt pour faire quelques corvées autour de la maison. J'habite seul dans une petite maison de plein pied dans un quartier tranquille de la banlieue. C'est une vieille maison, construite dans les années 60, avec un vide sanitaire sous le plancher. Ce matin-là, j'avais décidé de nettoyer le garage et de ranger un peu. En déplaçant des cartons, j'ai remarqué que la trappe d'accès au vide sanitaire était légèrement entrouverte. C'était étrange, car je ne l'avais pas ouverte depuis des mois. J'ai pensé que peut-être un animal s'était faufilé à l'intérieur. J'ai ouvert la trappe et j'ai allumé ma lampe torche pour jeter un coup d'œil. Au début, je ne voyais rien d'anormal. Puis, en balayant le faisceau lumineux, j'ai aperçu quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans un coin, il y avait un petit matelas posé à même le sol, avec une couverture froissée dessus. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelqu'un vivait sous ma maison? C'était impossible. J'ai continué à explorer avec ma lampe, les mains tremblantes. J'ai vu un sac à dos, des vêtements empilés, des bouteilles d'eau vides. Il y avait même un petit réchaud de camping. J'étais paralysé par la peur et le choc. Combien de temps cette personne vivait-elle ici, juste sous mes pieds? Comment avait-elle pu entrer sans que je m'en aperçoive? Je me suis senti violé, trahi dans mon intimité la plus profonde. Soudain, j'ai entendu un bruit. Quelqu'un bougeait dans le vide sanitaire.
J'ai fait un bond en arrière, le cœur au bord des lèvres. J'ai refermé la trappe d'un coup sec et je me suis précipité hors du garage, tremblant de tous mes membres. Une fois dans la maison, j'ai verrouillé toutes les portes et j'ai appelé la police. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'étais terrorisé à l'idée que l'intrus puisse sortir du vide sanitaire et entrer dans la maison. Je scrutais chaque recoin, sursautant au moindre bruit. Quand la police est enfin arrivée, j'étais au bord de la crise de nerfs. Je leur ai tout expliqué, la voix chevrotante. Ils ont pris la situation très au sérieux et ont immédiatement commencé à inspecter les lieux. C'est là que les choses sont devenues encore plus effrayantes. En fouillant le campement dans le vide sanitaire, les policiers ont trouvé un carnet. En le feuilletant, ils ont découvert que l'intrus avait méticuleusement documenté ma routine quotidienne. Il y avait des pages et des pages de notes détaillées sur mes allées et venues, mes horaires de travail, mes habitudes. Ils savaient quand je partais, quand je rentrais, quand je prenais ma douche, quand je regardais la télé. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Cet homme ne s'était pas contenté de vivre sous ma maison. Il m'avait espionné pendant des semaines, peut-être des mois. Il connaissait chaque détail de ma vie privée. C'était comme si quelqu'un avait volé mon existence même. Les policiers ont continué leur fouille et ont trouvé d'autres choses troublantes. Il y avait des objets qui m'appartenaient, des vêtements, des livres, même des photos. L'intrus les avait probablement volés quand j'étais absent. L'idée qu'il ait pu se promener librement dans ma maison pendant que je n'étais pas là me donnait la nausée. Pendant que je digérais toutes ces informations, un cri a retenti. Les policiers avaient trouvé l'intrus. Il s'était caché dans un recoin éloigné du vide sanitaire. Ils l'ont sorti de là et l'ont menotté. C'était un homme d'une trentaine d'années, sale et débraillé. Quand nos regards se sont croisés, j'ai eu un frisson d'horreur. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Il me fixait avec une intensité dérangeante, comme s'il me connaissait intimement. L'interrogatoire qui a suivi a révélé des détails encore plus terrifiants. L'homme vivait sous ma maison depuis plus de 2 mois. Il entrait et sortait la nuit, quand j'étais endormi. Il admettait avoir régulièrement fouillé ma maison, manipulé mes affaires, même goûté ma nourriture. Il disait qu'il aimait vivre à travers moi. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Je ne pouvais plus dormir, sursautant au moindre bruit. Chaque recoin de ma maison me semblait menaçant. Je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les fois où cet homme avait pu être là, à me regarder, pendant que je vaquais à mes occupations en me croyant seul. J'ai fait changer toutes les serrures, installé un système d'alarme sophistiqué, mais rien n'y faisait. Je ne me sentais plus en sécurité chez moi. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, persuadé d'entendre des bruits dans le vide sanitaire. Le pire, c'était de savoir à quel point il me connaissait. Il savait tout de moi, mes habitudes les plus intimes, mes petits rituels quotidiens. C'était comme s'il avait volé une partie de mon âme. Je me sentais exposé, vulnérable, comme si ma vie entière avait été mise à nu. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais c'était impossible. Chaque geste du quotidien était devenu une source d'angoisse. Prendre une douche, regarder la télé, même manger, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il m'avait observé faire toutes ces choses. Je me sentais constamment observé, même si je savais que c'était irrationnel. J'ai fini par vendre la maison. Je ne pouvais plus y vivre. Chaque pièce me rappelait cette violation de mon intimité. J'ai déménagé dans un appartement en ville, au 3e étage d'un immeuble sécurisé. Mais même là, je ne me sens pas totalement en sécurité. Aujourd'hui, des mois après l'incident, je suis toujours hanté par cette expérience. Je fais des cauchemars où je me réveille et je trouve cet homme debout au pied de mon lit, me regardant dormir. Je sursaute au moindre bruit inattendu. Je vérifie constamment que les portes sont bien verrouillées. Ce qui me perturbe le plus, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un dehors qui me connaît si intimement, qui a vécu ma vie en parallèle pendant des mois. C'est comme s'il avait volé une partie de moi que je ne pourrai jamais récupérer. Je sais que l'homme a été condamné et qu'il est en prison, mais cela ne suffit pas à me rassurer.
J'ai toujours peur qu'un jour, je rentre chez moi et que je le trouve là, caché dans un placard ou sous mon lit, prêt à reprendre sa vie secrète sous mon toit. Cette expérience m'a appris que notre sentiment de sécurité est souvent illusoire. On pense être en sécurité chez soi, dans son intimité, mais la vérité est qu'on ne sait jamais vraiment qui pourrait nous observer, qui pourrait s'immiscer dans notre vie privée. Je ne sais pas si je retrouverai un jour une vie normale. Pour l'instant, chaque jour est un combat contre la peur et la paranoïa. Je continue à vivre, mais une partie de moi restera toujours dans cette maison, avec cet étranger qui a volé mon intimité et ma tranquillité d'esprit. J'avais 14 ans quand c'est arrivé. C'était un samedi après-midi comme les autres, ou du moins c'est ce que je pensais. Ma mère travaillait tard ce jour-là, comme souvent, et j'étais seul à la maison. On habitait dans un duplex dans un quartier tranquille, rien d'extraordinaire. Je traînais dans ma chambre, écoutant de la musique et parcourant des magazines quand j'ai entendu la sonnette. Surprise, je suis descendu voir qui ça pouvait bien être. En ouvrant la porte, j'ai vu Jeff, un gars du lycée que je connaissais vaguement. Il avait 16 ans et traînait avec une bande de mecs un peu plus âgés. Je l'avais déjà croisé quelques fois dans les couloirs, mais on n'avait jamais vraiment parlé. « Salut », m'a-t-il dit avec un grand sourire. « Ça te dirait de sortir un peu ? On va faire un tour en ville avec des potes. » J'étais un peu méfiante. Pourquoi venait-il me chercher comme ça, alors qu'on ne se connaissait presque pas ? Mais en même temps, j'étais flatté qu'un gars plus âgé s'intéresse à moi. Et puis j'en avais marre de rester enfermé chez moi. Je sais pas trop. Ai-je hésité. Ma mère rentre bientôt, et elle va s'inquiéter si je suis pas là. T'inquiète, on sera revenu dans 1 heure max, a insisté Jeff. Allez, ça va être marrant. Après quelques secondes de réflexion, j'ai fini par accepter. Après tout, qu'est-ce qui pouvait arriver ? Je suis monté prendre mon sac et on est sorti. Devant la maison, il y avait une vieille Chevrolet bleue garée. Un type que je ne connaissais pas était au volant. Il devait avoir dans les 20 ans, avec des cheveux gras et un air louche qui ne m'inspirait pas confiance. « C'est qui lui ?» ai-je demandé à Jeff, soudain mal à l'aise. « Oh, c'est juste un pote. T'inquiète pas pour lui, » a répondu Jeff d'un ton désinvolte. On est monté à l'arrière. Le conducteur a démarré sans un mot et on s'est engagé dans les rues du quartier. L'atmosphère était pesante. Jeff essayait de faire la conversation mais je répondais par monosyllabes, de plus en plus anxieuse. Au bout de quelques minutes, j'ai réalisé qu'on s'éloignait du centre-ville. On va où là ? ai-je demandé, la voix tremblante. On va chercher d'autres potes, a dit Jeff. C'est pas loin. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quelque chose clochait, je le sentais. On a fini par s'arrêter dans une ruelle déserte, à côté d'un entrepôt abandonné. On est arrivé, a annoncé le conducteur d'une voix rauque. Jeff est sorti et m'a fait signe de le suivre. Mes jambes tremblaient. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Il n'y avait personne, aucune maison aux alentours. Juste des bâtiments industriels vides et délabrés. Je crois que je vais rentrer chez moi finalement, ai-je bafouillé. Allez, sois pas coincé, a insisté Jeff en me prenant par le bras. Viens, on va juste discuter avec des potes. Il m'a entraîné vers l'entrepôt. La panique montait en moi. J'ai aperçu une camionnette blanche garée un peu plus loin, avec 2 hommes à côté qui nous observaient. L'un d'eux fumait une cigarette, l'autre buvait une canette de bière. Il devait avoir la trentaine et avait l'air patibulaire. « C'est qui ces types ?» ai-je demandé, la gorge nouée. « Des amis. Tu vas voir, ils sont sympas », a répondu Jeff en continuant à me tirer par le bras. Mon instinct me hurlait de fuir. Ces hommes n'étaient clairement pas des lycéens, et leurs intentions me semblaient tout sauf bienveillantes. J'ai compris que j'étais tombé dans un piège. « Non, je veux pas y aller », ai-je crié en me dégageant brusquement. « Hé, calme-toi », a dit Jeff en essayant de me rattraper. « On va juste discuter. Laisse-moi tranquille. »
ai-je hurlé en reculant. Les deux hommes se sont approchés. L'un d'eux a lancé d'une voix menaçante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La peur m'a donné des ailes. Sans réfléchir, j'ai fait volte-face et je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais. J'entendais des pas derrière moi, des voix qui criaient, mais je ne me suis pas retourné. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie, le cœur battant à tout rompre. J'ai traversé la zone industrielle, zigzagant entre les bâtiments. Au bout de quelques minutes qui m'ont paru une éternité, j'ai fini par atteindre une rue plus fréquentée. Essoufflée et tremblante, je me suis réfugié dans une épicerie. La propriétaire, une femme d'une 50aine d'années, m'a regardé avec inquiétude. « Ça va, ma petite ? Tu as l'air bouleversée. » J'ai éclaté en sanglots, incapable de parler. Elle m'a fait asseoir et m'a donné un verre d'eau. Peu à peu, j'ai réussi à lui expliquer ce qui venait de se passer. Elle a immédiatement appelé la police. Les heures qui ont suivi sont un peu floues dans ma mémoire. Je me souviens des policiers qui m'ont posé plein de questions, de ma mère qui est arrivée en larmes et m'a serré dans ses bras. J'étais sous le choc, incapable de réaliser pleinement ce à quoi je venais d'échapper. Les jours suivants ont été difficiles. Je faisais des cauchemars, je sursautais au moindre bruit. Ma mère a insisté pour que je voie un psychologue. Petit à petit, j'ai réussi à surmonter cette expérience traumatisante. Jeff a été arrêté et interrogé. Il a fini par avouer qu'il travaillait pour un réseau de trafic d'êtres humains. Son rôle était d'attirer des jeunes filles naïves pour les livrer à des hommes peu recommandables. Les deux types de la camionnette n'ont jamais été retrouvés. Cette histoire m'a profondément marqué. J'ai pris conscience de la noirceur qui peut se cacher derrière des visages familiers, de la facilité avec laquelle on peut tomber dans un piège. Aujourd'hui encore, des années plus tard, il m'arrive d'y repenser et de frissonner en imaginant ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas écouté mon instinct ce jour-là. Je remercie souvent le ciel d'avoir eu la présence d'esprit de m'enfuir. Je sais que beaucoup de jeunes filles n'ont pas cette chance. Cette expérience m'a appris à être plus prudente, à ne pas faire confiance aveuglément aux gens. Mais elle m'a aussi montré que j'étais plus forte que je ne le pensais. Parfois, quand je passe devant cette zone industrielle, je ressens encore un pincement au cœur. Je revois cette ruelle sombre, cette camionnette blanche, ces hommes menaçants. Et je me dis que ce jour-là, j'ai probablement échappé au pire. Je n'ai jamais revu Jeff. J'ai appris qu'il avait été condamné à plusieurs années de prison. Je me demande souvent ce qui l'a poussé à faire ça. Comment un adolescent peut en arriver à mettre en danger d'autres jeunes de son âge? Peut-être avait-il lui-même été victime de quelque chose de terrible? Cette histoire m'a aussi fait prendre conscience de l'importance de l'entraide. Sans la gentillesse de cette épicière qui m'a accueilli et a appelé la police, qui sait ce qui aurait pu arriver? Depuis, j'essaie toujours d'être attentive aux autres, de tendre la main à ceux qui semblent en détresse. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. Beaucoup de jeunes filles disparaissent chaque année, victimes de réseaux similaires. J'espère que mon histoire pourra servir d'avertissement, inciter d'autres adolescents à être vigilants, à faire confiance à leur instinct. Aujourd'hui, je suis mère d'une fille de 12 ans. Je lui ai raconté cette histoire en adaptant certains détails à son âge. Je veux qu'elle soit consciente des dangers qui existent, sans pour autant vivre dans la peur. Je lui apprends à être prudente, à savoir dire non, à faire confiance à son intuition. Cette expérience m'a aussi poussé à m'engager. Je travaille maintenant dans une association qui vient en aide aux jeunes en difficulté. J'essaie de leur transmettre ce que j'ai appris, de les aider à se protéger des prédateurs qui rôdent. Parfois, je me demande ce que sont devenus les hommes de la camionnette. Ont-ils fait d'autres victimes? Ont-ils été arrêtés pour d'autres crimes? J'espère qu'ils ont été mis hors d'état de nuire, mais je sais que malheureusement, d'autres ont probablement pris leur place. Cette histoire reste une cicatrice dans ma vie, un rappel constant que le danger peut surgir là où on l'attend le moins. Mais c'est aussi le souvenir d'un moment où j'ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas. Cette expérience m'a changé, m'a rendue plus forte, plus déterminée. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise à quel point j'ai été proche du désastre.
Un instant d'hésitation, une décision différente, et ma vie aurait pu basculer de façon irrémédiable. Cette prise de conscience me pousse à profiter pleinement de chaque instant, à ne jamais tenir le bonheur pour acquis. Je sais que je porterai toujours en moi le souvenir de cette journée terrifiante, mais au lieu de me paralyser, cette expérience me motive à agir, à essayer de faire une différence dans la vie des autres. Car si mon histoire peut empêcher ne serait-ce qu'une autre jeune fille de tomber dans un piège similaire, alors tout cela n'aura pas été vain. Je m'appelle Amélie et j'ai 20 ans. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé il y a quelques mois, mais j'en tremble encore rien que d'y penser. Tout a commencé un mardi après-midi alors que je faisais mes courses habituelles au supermarché du quartier. J'y allais souvent, connaissant bien les lieux et le personnel. Ce jour-là, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. J'étais dans le rayon des produits laitiers quand j'ai remarqué un nouvel employé que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, la trentaine, il réapprovisionnait les yaourts. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai poliment souri avant de continuer mes achats. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça sur le moment. Quelques minutes plus tard, alors que je choisissais des fruits, j'ai eu la désagréable sensation d'être observé. En me retournant, j'ai aperçu le même employé qui me fixait intensément depuis l'autre bout du rayon. Mal à l'aise, j'ai rapidement fini de remplir mon panier et me suis dirigé vers les caisses. C'est là que les choses ont vraiment commencé à devenir étranges. Alors que je patientais dans la file, j'ai de nouveau senti un regard insistant sur moi. L'homme se tenait près des caisses et ne me quittait pas des yeux. Son regard était froid, presque menaçant. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que je me faisais sûrement des idées. Une fois mes courses payées, je me suis précipité vers la sortie, soulagé de quitter le magasin. Mais en arrivant sur le parking, mon sang s'est glacé. L'employé était là, adossé contre un mur, et m'observait toujours, avec la même intensité malsaine. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai presque couru jusqu'à ma voiture, jetant des regards anxieux par-dessus mon épaule. Les jours suivants, j'ai tenté d'oublier cet incident. Mais une semaine plus tard, j'ai dû retourner faire des courses. À peine entré dans le magasin, je l'ai vu. Il était là, dans l'allée centrale, et son visage s'est illuminé d'un sourire inquiétant quand il m'a aperçu. J'ai immédiatement senti la panique monter en moi. J'ai essayé de l'éviter, zigzagant entre les rayons, mais il semblait me retrouver à chaque fois. Quand je prenais un produit, il apparaissait soudainement au bout de l'allée. Quand je changeais brusquement de direction, il surgissait comme par magie devant moi. C'était comme s'il connaissait mes mouvements à l'avance. Terrorisé, j'ai abandonné mon caddie et me suis précipité vers le bureau du gérant. Les larmes aux yeux, j'ai expliqué la situation. Le gérant a paru surpris, mais m'a assuré qu'il allait parler à l'employé. Il m'a raccompagné jusqu'à la sortie, me promettant que cela ne se reproduirait plus. Malheureusement, ce n'était que le début. Les semaines suivantes ont été un véritable cauchemar. Chaque fois que j'allais au supermarché, il était là. Parfois, il se contentait de me fixer de loin. D'autres fois, il s'approchait dangereusement, murmurant des choses incompréhensibles. J'ai tenté de changer mes horaires, d'aller dans d'autres magasins, mais rien n'y faisait. Il semblait toujours savoir où et quand me trouver. J'ai de nouveau alerté la direction, mais on m'a dit qu'on ne pouvait rien faire sans preuve concrète. J'ai commencé à avoir peur de sortir de chez moi. Je sursautais au moindre bruit, imaginant son visage à chaque coin de rue. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars où il me poursuivait sans relâche. Un jour, alors que je rentrais chez moi après les cours, j'ai eu la terrifiante surprise de le voir devant mon immeuble. Mon cœur a failli s'arrêter. Comment avait-il trouvé mon adresse ? Je me suis précipité à l'intérieur, tremblante, et ai appelé mon grand-père en pleurs. Mon grand-père, ancien policier à la retraite, a immédiatement pris les choses en main. Le lendemain, il m'a accompagné au supermarché pour confronter la direction.
Sa présence imposante et son ton ferme ont enfin été pris au sérieux. Le gérant a accepté de visionner les caméras de surveillance, révélant l'ampleur du harcèlement dont j'étais victime. L'employé a été convoqué dans le bureau. J'entendais des éclats de voix à travers la porte. Quand il est sorti, son visage était livide. Le gérant nous a informé qu'il serait immédiatement licencié et qu'une plainte serait déposée. Je pensais que ce cauchemar était enfin terminé, mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais des cours, j'ai remarqué une voiture qui me suivait. Paniqué, j'ai accéléré le pas, mais la voiture a ralenti à ma hauteur. La vitre s'est baissée et j'ai vu son visage. Il m'a lancé un regard glacial avant de dire « Ce n'est pas fini ». Les jours suivants ont été un enfer. Je le voyais partout, dans la rue, près de mon université, devant chez moi. J'ai fini par ne plus oser sortir seul. Mon grand-père a insisté pour que je porte plainte, ce que j'ai fait. La police a pris ma déposition mais m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose sans preuve concrète d'agression. L'angoisse était constante. Je sursautais au moindre bruit, vérifiais constamment par-dessus mon épaule. Mes études en ont pâti, je ne dormais presque plus. Mes parents ont même envisagé de me faire déménager dans une autre ville. Et puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain, je ne l'ai plus revu. Plus de voitures suspectes, plus de silhouettes menaçantes dans l'ombre. Au début, j'étais encore plus terrifié, persuadé qu'il préparait quelque chose. Mais les semaines ont passé et rien ne s'est produit. Aujourd'hui, plusieurs mois après, je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. A-t-il été arrêté pour autre chose? A-t-il simplement décidé d'arrêter? Ou attend-il simplement le bon moment pour réapparaître? Ces questions me hantent encore. Cette expérience m'a profondément marqué. J'ai du mal à faire confiance aux gens, surtout aux hommes. Je reste constamment sur mes gardes. Chaque fois que je vais dans un supermarché, je ne peux m'empêcher de scruter anxieusement les visages des employés. Je sais que je devrais probablement consulter un psychologue pour surmonter ce traumatisme, mais j'ai encore du mal à en parler. Écrire ce témoignage est déjà un grand pas pour moi. J'espère que partager mon histoire pourra aider d'autres personnes dans des situations similaires à ne pas rester silencieuses et à chercher de l'aide. Si vous vivez quelque chose de similaire, n'attendez pas. Parlez-en à vos proches. Alertez les autorités. Ne laissez pas la peur vous paralyser comme ça a été mon cas pendant trop longtemps. Et surtout, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas responsable du comportement de ces prédateurs. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité et de vivre votre vie sans crainte. Je ne suis jamais senti aussi vulnérable et effrayé de toute ma vie. Tout a commencé il y a quelques mois, quand mes 4 colocataires et moi avons emménagé dans cette grande maison victorienne près du campus. On était tellement excités d'avoir enfin trouvé un endroit abordable avec assez de place pour nous toutes. La maison était un peu vieille et délabrée, mais on s'en fichait. On était juste heureuse d'avoir notre propre espace. Les premiers mois se sont bien passés. On s'est installé, on a décoré nos chambres, on a commencé à prendre nos marques. Bien sûr, il y avait quelques trucs bizarres, des bruits étranges la nuit, des objets qui disparaissaient mystérieusement, mais on mettait ça sur le compte de la vieille maison qui craquait et de notre désordre d'étudiante. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital local, ce qui veut dire que je fais souvent des horaires de nuit. Ce soir-là, je rentrais d'une longue garde de 12 heures. Il était presque 3 heures du matin et j'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche rapide et m'effondrer dans mon lit. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait une odeur étrange dans l'air, comme un mélange de renfermé et de sueur. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et je me suis dirigé vers la salle de bain. C'est là que j'ai remarqué que la porte du sous-sol était entrouverte. Cette porte était toujours fermée à clé.
Le propriétaire nous avait dit que le sous-sol n'était pas habitable et qu'on ne devait pas y aller pour des raisons de sécurité. On n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais là, voir cette porte ouverte m'a glacé le sang. J'ai hésité un moment, mon cœur battant la chamade. J'aurais dû appeler mes colocs, réveiller quelqu'un. Mais la curiosité et l'inquiétude ont pris le dessus. J'ai attrapé mon téléphone pour utiliser la lampe torche et j'ai doucement poussé la porte. L'odeur était encore plus forte en bas des escaliers. J'ai lentement descendu les marches, chacun de mes pas faisant grincer le vieux bois. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité, ma lampe torche projetant des ombres inquiétantes sur les murs en pierre. C'est là que je l'ai vu. Dans un coin, il y avait une sorte de nid fait de vieux draps et de couvertures. Des emballages de nourriture étaient éparpillés autour, ainsi que des vêtements sales. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé ce que ça voulait dire. Quelqu'un vivait ici, dans notre sous-sol, depuis je ne sais combien de temps. J'ai reculé, horrifié, quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné brusquement, ma lampe éclairant une silhouette dans l'obscurité. C'était un homme, sale et débraillé, qui me fixait avec des yeux écarquillés. J'ai hurlé de toutes mes forces et j'ai couru vers les escaliers. J'entendais ses pas lourds derrière moi alors que je montais les marches 4 à 4. J'ai claqué la porte du sous-sol et je l'ai verrouillée, mes mains tremblant tellement que j'ai failli faire tomber la clé. Mes cris ont réveillé toute la maison. Mes colocataires sont sortis de leur chambre, confuses et effrayées. Entre deux sanglots, j'ai réussi à leur expliquer ce que j'avais vu. On a immédiatement appelé la police. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. On s'est toutes entassées dans ma chambre, terrorisées à l'idée que l'intrus puisse trouver un moyen de sortir du sous-sol. On entendait des bruits sourds en bas, comme s'il essayait de forcer la porte. Quand la police est enfin arrivée, on a ressenti un immense soulagement. Les officiers ont sorti leurs armes et sont descendus au sous-sol. Quelques minutes plus tard, ils remontaient avec l'homme menotté. Il avait l'air hagard et confus, comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. L'interrogatoire qui a suivi a révélé l'ampleur horrifiante de la situation. L'homme vivait dans notre sous-sol depuis plus de 2 mois. Il s'était introduit dans la maison peu après notre emménagement, profitant d'une fenêtre mal fermée. Il avait trouvé le sous-sol vide et en avait fait son chez lui. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est d'apprendre qu'il avait un accès total à la maison pendant la nuit. Il montait quand on dormait, volait de la nourriture dans le frigo, utilisait notre salle de bain. Il aurait pu entrer dans nos chambres à n'importe quel moment. Cette pensée me donne encore des frissons aujourd'hui. La police nous a expliqué que l'homme était sans abri et qu'il cherchait juste un endroit où dormir. Mais ça ne change rien au fait qu'il nous a espionnés et volés pendant des semaines. Je n'arrive pas à oublier son regard quand je l'ai surpris dans le sous-sol. Un mélange de peur et de quelque chose d'autre que je n'arrive pas à définir. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. On n'arrivait plus à dormir, sursautant au moindre bruit. On a fait changer toutes les serrures, installé des caméras de sécurité, mais rien ne pouvait effacer ce sentiment de violation. Notre maison, notre sanctuaire, avait été envahi. Le propriétaire était horrifié quand il a appris ce qui s'était passé. Il nous a proposé de rompre le bail sans pénalité si on voulait déménager. On a sérieusement envisagé cette option, mais finalement, on a décidé de rester. On ne voulait pas laisser cet homme nous chasser de chez nous. Mais les choses n'ont jamais vraiment été les mêmes après ça. On vérifie obsessivement que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées avant d'aller se coucher. On a installé des détecteurs de mouvement partout dans la maison. Je ne peux plus descendre au sous-sol sans avoir des sueurs froides. Le pire, c'est de repenser à tous ces moments où on a senti que quelque chose n'allait pas. Les bruits étranges la nuit, la nourriture qui disparaissait mystérieusement, cette sensation constante d'être observé. On avait mis ça sur le compte de notre imagination, mais maintenant, on sait que c'était bien réel. Je me demande souvent ce qui se serait passé si je n'étais pas rentré tôt ce soir-là. Combien de temps aurait-il pu rester caché? Qu'est-ce qui l'aurait poussé à se montrer?
Ces questions me hantent et m'empêchent de dormir la nuit. Mes colocataires et moi, on en parle souvent. On essaie de se rassurer mutuellement, de se dire que c'est fini, qu'on est en sécurité maintenant. Mais au fond, on sait que quelque chose a changé pour toujours. Notre sentiment de sécurité, notre confiance en notre foyer, tout ça a été brisé. Je sais que ça peut paraître exagéré pour certains. Après tout, l'homme ne nous a pas vraiment fait de mal physiquement. Mais c'est l'idée qu'il était là, caché, nous observant, qui est vraiment terrifiante. Combien de fois a-t-il rôdé dans nos chambres pendant qu'on dormait? Qu'est-ce qu'il a vu, entendu? Parfois, quand je suis seul dans la maison, j'ai l'impression de sentir encore sa présence. Je sais que c'est irrationnel, qu'il est en prison maintenant, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Chaque ombre me fait sursauter, chaque bruit me fait paniquer. On a essayé d'en parler à un thérapeute, mais c'est difficile d'expliquer cette peur constante à quelqu'un qui ne l'a pas vécue. Comment décrire ce sentiment de ne plus jamais être vraiment en sécurité, même chez soi? Le plus dur, c'est de gérer les réactions des autres quand on raconte notre histoire. Certains sont horrifiés, d'autres fascinés, comme si c'était le scénario d'un film d'horreur. Mais pour nous, c'est notre réalité quotidienne. Chaque nuit, quand on va se coucher, on ne peut s'empêcher de se demander si on est vraiment seul dans la maison. Je sais qu'avec le temps, cette peur finira par s'estomper. On reprendra une vie normale, on arrêtera de sursauter au moindre bruit. Mais je sais aussi qu'une partie de moi restera toujours sur ses gardes, toujours consciente que notre sentiment de sécurité est fragile et peut être brisé en un instant. Cette expérience m'a appris à ne jamais prendre ma sécurité pour acquise. Maintenant, je vérifie toujours 2 fois que les portes sont fermées. Je suis plus attentive à mon environnement. Et surtout, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Si quelque chose ne va pas, je n'hésite plus à investiguer ou à demander de l'aide. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. Cette violation de notre intimité, cette perte de notre sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui nous marquera à vie. Mais d'une certaine façon, ça nous a aussi rendues plus fortes. On a survécu à ça, ensemble, et ça a renforcé notre lien. Aujourd'hui, quand je rentre du travail tard le soir, je prends toujours un moment pour vérifier chaque pièce de la maison. Je sais que c'est probablement excessif, mais c'est le seul moyen pour moi de me sentir en sécurité. Et chaque fois que je descends ces escaliers vers le sous-sol, je ne peux m'empêcher de retenir mon souffle, à moitié convaincu que je vais encore le trouver là, tapi dans l'ombre, attendant le bon moment pour se montrer à nouveau. Je n'étais jamais du genre à faire des rencontres en ligne. Mais après une rupture difficile, je me suis dit que ça pourrait être une bonne façon de me changer les idées. C'est comme ça que j'ai commencé à parler avec Thomas sur un site de rencontres. On avait beaucoup de points communs et on s'entendait bien. Alors quand il m'a proposé de se voir en vrai pour fumer un joint ensemble, j'ai accepté sans trop réfléchir. Le jour J, on s'est retrouvés dans un parc pas loin de chez moi. Thomas avait l'air sympa, un peu plus âgé que sur ses photos, mais rien d'alarmant. On a commencé à discuter et à fumer. Au début, tout se passait bien, l'ambiance était détendue. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir bizarre. Pas juste stone, mais vraiment pas bien du tout. J'avais la tête qui tournait, ma vision devenait floue et j'avais du mal à me concentrer sur ce que Thomas me disait. Je me suis dit que c'était peut-être juste l'herbe qui était plus forte que d'habitude. Mais quelque chose clochait. Mes pensées devenaient de plus en plus confuses et j'avais du mal à bouger normalement. Thomas a dû s'en rendre compte car il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée vu mon état. Mais quand j'ai essayé de me lever, mes jambes ne me portaient presque plus. Thomas m'a aidé à marcher, me tenant fermement par le bras. Trop fermement. J'ai commencé à paniquer intérieurement, réalisant que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai voulu lui dire que je préférais rentrer seul, mais les mots avaient du mal à sortir. Il insistait de plus en plus pour me ramener, disant qu'il ne pouvait pas me laisser dans cet état. Son ton devenait de plus en plus insistant, presque agressif. J'ai réussi à articuler que je voulais juste m'asseoir un moment sur un banc.
Thomas a eu l'air contrarié, mais a fini par accepter. Pendant qu'on marchait vers le banc, j'ai aperçu une vieille dame qui promenait son chien. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais dans un éclair de lucidité, j'ai réussi à me dégager de l'emprise de Thomas et à me diriger en titubant vers elle. La dame a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle s'est interposée entre Thomas et moi, lui demandant fermement de partir. Il a protesté, disant que j'étais son ami et qu'il voulait juste m'aider. Mais la dame n'en démordait pas. Elle a menacé d'appeler la police s'il ne s'en allait pas immédiatement. Thomas a fini par partir, non sans me lancer un regard noir qui m'a glacé le sang. La gentille dame m'a aidé à m'asseoir sur le banc et m'a demandé si je voulais qu'elle appelle quelqu'un. J'ai réussi à lui donner le numéro d'une amie qui habitait pas loin. Elle est venue me chercher en voiture et m'a ramené chez elle. J'étais encore dans un état second, incapable d'expliquer clairement ce qui s'était passé. Mon amie m'a fait boire beaucoup d'eau et m'a laissé dormir chez elle. Le lendemain matin, j'avais un mal de crâne horrible et des bribes de souvenirs me revenaient par flash. En consultant mon téléphone, j'ai eu un choc. J'avais 32 appels manqués de Thomas. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi une série de messages de plus en plus inquiétants. Ça commençait par des trucs du genre « T'es où? Pourquoi tu réponds pas ?» Puis ça devenait de plus en plus agressif et explicite sexuellement. Les derniers messages m'ont glacé le sang. Ils décrivaient en détail ce qu'il comptait me faire, des actes violents et dégradants. Je tremblais en lisant ça, réalisant à quel point j'avais eu de la chance de m'en sortir. Sans cette dame et son chien, qui sait ce qui aurait pu m'arriver? J'ai tout de suite bloqué le numéro de Thomas, ainsi que son profil sur le site de rencontre. J'ai aussi supprimé mon propre compte, complètement dégoûté par cette expérience. Je pensais que c'était fini, que je n'entendrais plus jamais parler de lui. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Je sais où tu habites. On se reverra bientôt. » Mon sang s'est glacé. Comment avait-il pu obtenir mon adresse? Je ne lui avais jamais donné. J'ai changé tous mes mots de passe, vérifié que ma localisation n'était pas activée sur mes réseaux sociaux. Mais ça ne suffisait pas à me rassurer. Depuis, je sursaute au moindre bruit. Je vérifie constamment que ma porte est bien verrouillée. J'ai peur de sortir seul, surtout la nuit. Je scrute chaque visage dans la rue, terrifié à l'idée de croiser Thomas. J'ai l'impression d'être devenu paranoïaque, mais comment ne pas l'être après ça? J'ai fini par aller porter plainte à la police, mais sans preuve concrète, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils m'ont juste conseillé d'être vigilante et de les recontacter si j'avais le moindre problème. Ça ne m'a pas vraiment rassuré. Cette expérience m'a complètement traumatisé. Je ne fais plus confiance à personne, surtout pas aux hommes que je rencontre en ligne. Je repense souvent à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas réussi à m'échapper. Et je me demande combien d'autres femmes ont pu tomber dans le piège de Thomas sans avoir la chance d'être sauvées par une inconnue bienveillante. Je ne sais pas si un jour je réussirai à surmonter complètement cette peur. Chaque fois que mon téléphone sonne, mon cœur s'emballe. Chaque fois que je croise un homme qui ressemble vaguement à Thomas dans la rue, je sens la panique monter. J'essaie de me convaincre que c'est fini, qu'il ne me retrouvera pas. Mais une partie de moi reste sur ses gardes, persuadée que le danger rôde toujours. J'ai commencé une thérapie pour essayer de gérer mon anxiété et mes traumatismes. C'est un long processus, mais je sens que ça m'aide petit à petit. J'apprends à reprendre le contrôle de ma vie, à ne pas laisser cette expérience terrifiante me définir entièrement. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces femmes qui vivent des situations similaires chaque jour. Combien d'entre elles n'ont pas la chance de s'en sortir? Combien sont piégées, abusées, sans que personne ne le sache? Cette pensée me hante et me pousse à vouloir partager mon histoire pour mettre en garde d'autres personnes. Si je pouvais donner un conseil à toutes celles et ceux qui font des rencontres en ligne, ce serait d'être extrêmement prudente et de ne jamais accepter de rencontrer quelqu'un dans un endroit isolé, toujours prévenir des proches de l'endroit et l'heure du rendez-vous, et faire confiance à son instinct. Si quelque chose semble louche, ça l'est probablement.
Aujourd'hui, je continue d'avancer jour après jour. Je sais que la peur ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais j'essaie de ne pas la laisser contrôler ma vie. Je reste vigilante, mais je refuse de vivre constamment dans la terreur. C'est un équilibre difficile à trouver, mais je suis déterminé à y arriver. Cette expérience m'a changé à jamais. Elle m'a montré à quel point le monde peut être dangereux, mais aussi à quel point la gentillesse d'une inconnue peut faire toute la différence. Je serai éternellement reconnaissante envers cette dame et son chien qui m'ont probablement sauvé la vie ce jour-là. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni si je réussirai un jour à faire de nouveau confiance aux gens. Mais je sais une chose, je suis une survivante. Et chaque jour où je me lève et où je continue à vivre ma vie malgré la peur, c'est une victoire contre Thomas et tous ceux qui lui ressemblent. Si vous lisez ceci et que vous avez vécu quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe de l'aide, des ressources. N'ayez pas honte de demander de l'aide, de porter plainte si vous le pouvez. Votre voix compte, votre histoire compte. Et ensemble, peut-être qu'on arrivera à rendre le monde un peu plus sûr pour tout le monde. Je n'ai jamais pensé que notre voyage de camping dans les Cascade Mountains en Oregon se transformerait en une expérience aussi terrifiante. C'était l'été 1988. J'avais 10 ans à l'époque et j'étais tellement excité de partir camper avec mes parents, ma meilleure amie Lisa et notre fidèle Golden Retriever, Amber. Nous sommes arrivés au camping en fin d'après-midi. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, baignant tout d'une lumière dorée magnifique. L'air était frais et pur, rempli de l'odeur des pins. Je me souviens avoir pensé que c'était l'endroit le plus beau que j'avais jamais vu. Papa a garé notre vieille Ford Break près d'un emplacement de camping isolé entouré d'arbres majestueux. Maman a commencé à sortir l'équipement pendant que Lisa et moi courions partout avec Amber, explorant les alentours. L'excitation de l'aventure nous faisait vibrer. Alors que nous aidions à monter la tente, j'ai remarqué un homme qui nous observait depuis la lisière des bois. Il portait un costume sombre et des chaussures de ville, ce qui m'a semblé étrange pour un camping. Son regard fixe me mettait mal à l'aise. J'ai tiré la manche de maman pour le lui montrer, mais quand elle s'est retournée, il avait disparu. « Tu as dû rêver, ma chérie », m'a-t-elle dit en ébouriffant mes cheveux. Mais je savais ce que j'avais vu. La nuit est tombée rapidement. Papa a allumé un feu de camp et nous nous sommes assis autour pour griller des marshmallows. L'atmosphère était joyeuse, remplie de rires et d'histoires. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de scruter l'obscurité, cherchant l'homme mystérieux. Soudain, Amber s'est mise à grogner. Ses poils se sont hérissés et elle fixait un point dans les ténèbres. Papa a braqué sa lampe torche dans cette direction, mais nous n'avons rien vu. Le comportement d'Amber était inhabituel, elle qui était d'habitude si douce et calme. « Ce n'est probablement qu'un animal sauvage », a dit papa pour nous rassurer. Mais son ton trahissait une certaine inquiétude. Nous sommes allés nous coucher peu après, Lisa et moi partageant une tente, mes parents dans l'autre. Amber est restée dehors pour monter la garde. J'ai eu du mal à m'endormir. Chaque bruit de la forêt me faisait sursauter. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par les aboiements frénétiques d'Amber. J'ai secoué Lisa et nous sommes sortis de la tente. Mes parents étaient déjà dehors, papa tenant sa lampe torche. Le faisceau a révélé 2 silhouettes qui s'enfuyèrent dans les bois. Amber les poursuivait en aboyant. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » a crié papa. Seul le silence de la forêt lui a répondu. Maman nous a serrés contre elle, tremblante. « On devrait peut-être partir » a-t-elle murmuré à papa. « Le camping est plein, on ne risque rien » a-t-il répondu, mais sa voix manquait de conviction. Nous sommes retournés dans nos tentes, mais personne n'a vraiment dormi cette nuit-là. Au petit matin,
Nous avons découvert avec horreur que les pneus de notre voiture avaient été crevés. Papa a essayé de les changer, mais la roue de secours avait aussi été sabotée. La panique a commencé à nous envahir. Nous étions isolés, sans moyen de communication. Les téléphones portables n'existaient pas encore à l'époque, et quelqu'un semblait clairement nous vouloir du mal. Maman a décidé d'aller chercher de l'aide au poste de garde forestier qu'on avait vu en arrivant. Elle est partie avec Amber, nous faisant promettre de ne pas bouger du campement. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Papa faisait les 100 pas, scrutant les bois, tandis que Lisa et moi restions blottis l'une contre l'autre dans la tente. Soudain, nous avons entendu des bruits de pas qui s'approchaient. Papa s'est saisi d'une hache qu'il avait apportée pour couper du bois. 2 hommes sont apparus. L'homme en costume que j'avais vu la veille, et un autre plus grand et plus costaud. « Bien le bonjour », a dit l'homme en costume d'une voix doucereuse qui m'a donné des frissons. « On dirait que vous avez des problèmes avec votre voiture. On peut peut-être vous aider ?» Papa a serré la hache plus fort. « Non, merci. Ma femme est partie chercher de l'aide. » Le grand homme a ri, un son qui m'a glacé le sang. « Oh, mais on insiste. On connaît bien la région, vous savez. On pourrait emmener les petites faire un tour pendant que vous vous occupez de la voiture. » J'ai senti Lisa se raidir à côté de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Ça ira, merci », a dit papa d'une voix ferme. « Je vous suggère de partir maintenant. » Les 2 hommes ont échangé un regard. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. J'étais persuadé qu'ils allaient attaquer papa. C'est alors qu'on a entendu des aboiements au loin. Amber, quelques secondes plus tard, notre chienne a surgi des bois, suivie de près par maman et un garde forestier. Les 2 hommes ont immédiatement fait demi-tour et se sont enfuis dans la forêt. Le garde a essayé de les poursuivre, mais ils avaient déjà disparu. La suite est un peu floue dans mes souvenirs. Je me rappelle les questions du garde, la police qui est arrivée, le soulagement quand on a finalement pu quitter cet endroit maudit. On n'a jamais su qui étaient ces hommes ni ce qu'ils nous voulaient exactement. La police a supposé qu'il s'agissait de voleurs ou peut-être de kidnappeurs, mais ils n'ont jamais été retrouvés. Cette expérience m'a marqué à vie. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars où je revoyais l'homme en costume nous observer depuis les bois. J'ai développé une peur panique du camping et des forêts que je n'ai surmontée que bien des années plus tard. Mais cette histoire m'a aussi appris l'importance de la vigilance et de l'instinct. Si je n'avais pas remarqué l'homme la première fois, si Amber n'avait pas été là pour nous protéger, qui sait ce qui aurait pu nous arriver? Aujourd'hui encore, quand je repense à ce voyage, je ressens un mélange de peur et de gratitude. Peur en imaginant ce qui aurait pu se passer, et gratitude envers ma famille, envers Amber, et envers ce garde forestier qui est arrivé juste à temps. Cette expérience a renforcé les liens de notre famille et m'a fait réaliser à quel point la vie peut basculer en un instant. Elle m'a aussi montré la valeur inestimable d'un animal de compagnie fidèle et protecteur. Je n'oublierai jamais ce camping dans les Cascade Mountains. Ça reste l'expérience la plus terrifiante de ma vie, mais aussi celle qui m'a le plus appris sur la force de la famille et l'importance de suivre son instinct. Et bien sûr, sur le fait qu'un Golden Retriever peut être le meilleur garde du corps qu'on puisse avoir. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était il y a 2 ans, mais les souvenirs restent gravés dans ma mémoire comme si c'était hier. Je travaillais comme assistant administratif au service de radiologie de l'hôpital universitaire de Cardiff. Un boulot tranquille en général, surtout pendant les gardes de nuit où l'activité était réduite. Cette nuit-là, j'étais de service nocturne comme d'habitude. Vers 2 heures du matin, j'ai décidé de faire une pause et de marcher un peu pour me dégourdir les jambes. L'hôpital était calme. Seuls quelques patients et infirmières circulaient encore dans les couloirs éclairés. Sans trop réfléchir, je me suis dirigé vers les sous-sols. Je connaissais l'existence de ces vieux tunnels qui reliaient les différents bâtiments, mais je ne les avais jamais vraiment explorés.
C'était l'occasion parfaite pour satisfaire ma curiosité. J'ai emprunté l'ascenseur et suis descendu au niveau 2. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai été saisi par le contraste. Fini la lumière vive et l'agitation des étages. Ici régnait une atmosphère lourde et oppressante. Les néons grésillaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai poursuivi mon chemin. Le silence était total, à part le bruit de mes pas qui résonnait dans le couloir désert. Une odeur de renfermé et d'humidité flottait dans l'air. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à regretter ma décision. Ces tunnels semblaient interminables, et je n'avais croisé âme qui vive. Je me suis dit qu'il valait mieux faire demi-tour quand soudain, j'ai eu la sensation d'être observé. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais il n'y avait personne. Pourtant, cette impression persistait. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai accéléré le pas, désireux de rejoindre l'ascenseur au plus vite. C'est là que les choses ont pris une tournure vraiment étrange. Le couloir s'est soudainement assombri, comme si quelque chose absorbait la faible lumière des néons. L'air est devenu glacial. J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque. Paniqué, je me suis mis à courir. Mais mes jambes semblaient peser une tonne. C'était comme si je me déplaçais au ralenti. Les murs autour de moi paraissaient se resserrer. Et puis, ça m'a frappé. Une force invisible m'a violemment poussé contre le mur. L'impact m'a coupé le souffle. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que j'allais perdre connaissance. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une sorte de brume noire et épaisse qui flottait à quelques mètres de moi. Au cœur de cette masse sombre, brillaient deux yeux d'un rouge incandescent. Ces yeux me fixaient avec une intensité terrifiante. J'étais paralysé par la peur. Mon esprit refusait de croire ce que mes yeux voyaient. Cette chose, quelle qu'elle soit, dégageait une aura de pure malveillance. La brume s'est mise à avancer vers moi, lentement mais inexorablement. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Mes membres refusaient de bouger. J'étais comme pétrifié. Plus elle s'approchait, plus je sentais le froid m'envahir. Un froid qui s'insinuait jusque dans mes os. Les yeux rouges semblaient s'agrandir, occupant tout mon champ de vision. Au moment où je pensais que c'était la fin, un bruit de pas a retenti au loin. La brume s'est brusquement dissipée, comme aspirée par les murs. En un instant, tout est redevenu normal. Les néons ont recommencé à fonctionner correctement, la température est remontée. J'étais effondré contre le mur, tremblant de tous mes membres. J'ai entendu les pas se rapprocher. C'était un homme d'un certain âge, vêtu d'une blouse grise, probablement un agent d'entretien. « Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas traîner dans ces tunnels la nuit, » m'a-t-il dit d'un ton bourru mais pas hostile. J'ai bafouillé une réponse incohérente, encore sous le choc. L'homme m'a dévisagé un instant, puis son expression s'est adoucie. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement. Je l'ai regardé, abasourdi. Comment pouvait-il savoir? La brume noire, avec les yeux rouges, a-t-il poursuivi. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, incapable de parler. L'homme a poussé un long soupir. Ça fait des années que je travaille ici. J'en ai vu des choses étranges dans ces tunnels. Mais celle-là, c'est la pire. Elle apparaît de temps en temps. Personne ne sait ce que c'est exactement. Il m'a aidé à me relever. Mes jambes tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir debout. Venez, je vais vous raccompagner. Vous ne devriez plus jamais revenir ici la nuit, c'est trop dangereux. Sur le chemin du retour, l'homme m'a raconté d'autres histoires étranges qui se seraient reproduites dans l'hôpital au fil des ans. Des bruits inexpliqués, des apparitions fugaces, des sensations de présence. Apparemment, ces phénomènes se concentraient surtout dans les parties anciennes du bâtiment. L'aile où se trouvait le service de radiologie avait été construite sur les ruines d'un ancien monastère médiéval. Certains pensaient que c'était lié. Quand nous sommes arrivés à l'ascenseur, l'homme m'a serré l'épaule.
Prenez soin de vous, mon garçon, et n'en parlez à personne. Il ne vous croirait pas de toute façon. Je suis remonté à mon service dans un état second. Le reste de la nuit est passé comme dans un brouillard. Je n'arrêtais pas de revivre la scène, me demandant si j'avais rêvé ou halluciné. Mais les bleus sur mon dos, là où j'avais heurté le mur, étaient en bien réels, tout comme la terreur que j'avais ressentie face à cette chose. Les jours suivants ont été difficiles. Je sursautais au moindre bruit. La nuit, je faisais des cauchemars où ces yeux rouges me poursuivaient, sans relâche. J'ai fini par démissionner. Je ne pouvais plus supporter de travailler dans cet hôpital, sachant ce qui se cachait dans ses entrailles. J'ai trouvé un autre emploi, loin de Cardiff. 2 ans ont passé, mais je n'ai toujours pas oublié. Parfois, quand je ferme les yeux, je revois cette brume noire. Je sens à nouveau ce froid glacial qui m'a transpercé jusqu'à l'âme. Je ne sais toujours pas ce que c'était exactement. Un fantôme, une manifestation démoniaque ou quelque chose que la science n'a pas encore expliqué. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là, j'ai été confronté à quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Quelque chose de sombre et de maléfique qui se cache dans les recoins oubliés de notre monde. Je ne suis jamais retourné à l'hôpital universitaire de Cardiff. Et je ne m'aventure plus jamais seul dans des endroits sombres et isolés. On ne sait jamais ce qui peut nous y attendre. Parfois, je me demande si d'autres personnes ont vécu des expériences similaires dans cet hôpital. Si cette chose continue de hanter les tunnels, à la recherche de nouvelles victimes. J'espère que non. J'espère que mon témoignage pourra servir d'avertissement. Si un jour vous vous trouvez dans ces vieux couloirs souterrains, méfiez-vous. Et si vous sentez un froid soudain, si vous apercevez une ombre aux yeux rouges, fuyez. Fuyez aussi vite que vous le pouvez. Car il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension, des choses anciennes et terrifiantes qui n'attendent que l'occasion de se manifester. Et croyez-moi, vous ne voulez pas les rencontrer. Je travaille comme aide-soignante de nuit dans une maison de retraite depuis maintenant 3 ans. Au début, j'étais ravi d'avoir trouvé ce poste. L'ambiance était bonne, mes collègues sympathiques et les résidents attachants. Mais petit à petit, des choses étranges ont commencé à se produire pendant mes gardes nocturnes. Des événements que je ne peux toujours pas expliquer rationnellement aujourd'hui. Tout a commencé il y a environ 1 an. C'était une nuit calme comme les autres. Vers 2 heures du matin, je faisais ma ronde habituelle dans les couloirs pour vérifier que tout allait bien. Soudain, j'ai aperçu une silhouette au bout du corridor, une femme âgée en chemise de nuit blanche. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une résidente qui s'était levée, alors je me suis approché pour la raccompagner dans sa chambre. Mais quand je suis arrivé à sa hauteur, j'ai eu un choc. Son visage, elle n'avait pas de visage, juste une surface lisse et blanche à la place. J'ai poussé un cri et fait un bond en arrière. En un clin d'œil, elle avait disparu. Je me suis dit que j'avais dû rêver éveillé à cause de la fatigue. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai revu plusieurs fois cette femme sans visage, toujours au même endroit. À chaque fois, elle disparaissait dès que j'essayais de m'approcher. J'en ai parlé à mes collègues, mais personne ne m'a cru. Ils ont mis ça sur le compte du stress et du manque de sommeil. Puis d'autres phénomènes bizarres ont commencé. Des bruits de pas dans les couloirs vides en pleine nuit. Des portes qui claquent toutes seules. Des objets qui se déplacent sans qu'on les touche. Une fois, alors que je prenais une pause dans la salle de repos, j'ai vu une tasse glisser toute seule sur la table et tomber par terre. J'étais seul dans la pièce. Personne n'aurait pu la pousser. Mais le pire, c'est ce que mes collègues et moi avons surnommé l'homme des ombres. Une silhouette sombre et menaçante qui apparaît parfois au détour d'un couloir ou dans l'encadrement d'une porte. Il ne fait rien, se contente de nous observer en silence. Mais sa présence est terrifiante. On sent comme une aura maléfique autour de lui. Plusieurs aides-soignantes ont démissionné après l'avoir vu,
trop effrayé pour continuer à travailler ici. Une nuit particulièrement marquante, j'étais en train de faire ma ronde quand j'ai entendu des pleurs venant d'une chambre. J'ai frappé doucement et suis entré, pensant qu'un résident avait besoin d'aide. Mais la chambre était vide. Les pleurs semblaient venir de nulle part et partout à la fois. Puis j'ai senti comme une présence derrière moi. Je me suis retourné brusquement et j'ai vu une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans, qui me fixait d'un air triste. Elle portait une robe d'écolière ancienne. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a disparu. J'ai appris plus tard qu'une école primaire se trouvait à côté de la maison de retraite il y a des décennies. Elle a brûlé dans un incendie, faisant plusieurs victimes parmi les élèves. Ces apparitions sont devenues presque quotidiennes. Parfois, ce sont juste des ombres furtives aperçues du coin de l'œil. D'autres fois, ce sont des voix qui chuchotent, suppliant qu'on les aide. Il m'est même arrivé de sentir des mains glacées me frôler dans un couloir désert. L'atmosphère de la maison de retraite a complètement changé. Même en plein jour, on sent comme une présence oppressante. Les résidents sont plus agités, font plus de cauchemars. Certains se plaignent de voir des gens dans leur chambre la nuit. Le personnel est à cran. Tout le monde est sur les nerfs. Un soir, alors que je discutais avec une collègue dans la cuisine, on s'est un peu disputé à propos du planning. Rien de grave, juste un désaccord. Mais soudain, tous les placards se sont ouverts violemment en même temps, nous faisant sursauter. Comme si quelque chose réagissait à notre dispute. On s'est regardés, livides, et on est sortis en courant. Une autre fois, je faisais ma pause dans les toilettes du personnel quand la porte s'est mise à trembler violemment, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir de force. J'ai crié « Occupé !» mais ça a continué de plus belle. Quand j'ai finalement ouvert, il n'y avait personne, juste un courant d'air glacial. Les nuits sont devenues un véritable cauchemar. On entend sans cesse des bruits de pas, des murmures, des gémissements. Les lumières clignotent sans raison. Les téléphones sonnent, mais quand on décroche, il n'y a que du silence ou des grésillements inquiétants. Une fois, j'ai vu mon reflet bouger tout seul dans un miroir. J'ai failli faire une crise de panique. Le pire, c'est quand on trouve des traces inexplicables le matin. Des empreintes de pas minuscules dans la poussière, des dessins d'enfants griffonnés sur les murs, des objets déplacés ou renversés, comme si les esprits s'amusaient pendant la nuit. J'ai essayé d'en parler à la direction, mais on m'a clairement fait comprendre que je devais me taire si je ne voulais pas perdre mon emploi. Apparemment, ce genre de phénomène se produit depuis des années ici. Les précédents employés qui en ont parlé ont tous été licenciés ou internés en hôpital psychiatrique. Alors, je garde le silence et j'endure. Mais c'est de plus en plus difficile. Je dors mal, je fais des cauchemars horribles. Je sursaute au moindre bruit. J'ai l'impression de devenir folle. Parfois, je me demande si tout ça est bien réel ou si j'hallucine. Mais les regards entendus de mes collègues me confirment que je ne suis pas la seule à vivre ça. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. L'ambiance est de plus en plus pesante, oppressante. On sent comme une menace constante, invisible mais bien présente. Comme si quelque chose de maléfique rôdait dans les couloirs, attendant son heure. La semaine dernière, un résident est décédé pendant mon service. Rien d'anormal pour une maison de retraite. Mais quand je suis allé dans sa chambre pour m'occuper du corps, j'ai eu la chair de poule. Il y avait comme des ombres qui dansaient sur les murs. Et j'aurais juré entendre des chuchotements, comme si des entités attendaient pour emmener son âme. J'ai fini mon travail en 4e vitesse et je suis sorti en courant. Depuis, les phénomènes paranormaux se sont encore intensifiés. C'est comme si la mort de ce résident avait ouvert une porte entre notre monde et l'au-delà. Les apparitions sont plus fréquentes, plus nettes aussi. L'autre nuit, j'ai vu un groupe d'enfants fantômes jouant dans le jardin. Ils riaient et chantaient, insouciants.
Ça aurait presque pu être une vision touchante si ça n'avait pas été aussi terrifiant. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas démissionner, j'ai besoin de ce travail. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter cette situation. J'ai peur de craquer, de faire une dépression nerveuse. Ou pire encore, que ces entités finissent par s'en prendre physiquement à moi. Pour l'instant, j'essaie de rester forte. Je me répète que ce ne sont que des esprits, qu'ils ne peuvent pas me faire de mal. Mais au fond de moi, je n'en suis pas si sûr. J'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus présents. Chaque soir en arrivant au travail, je me demande à quoi va ressembler ma nuit. Quelles horreurs vais-je encore voir ou entendre? Quel nouveau cauchemar m'attend? Je tremble rien qu'à l'idée de faire mes rondes dans les couloirs sombres. Si seulement je pouvais parler librement de tout ça, demander de l'aide. Mais qui me croirait? On me prendrait pour une folle. Alors je garde tout pour moi, j'encaisse en silence. Mais jusqu'à quand? Combien de temps avant que je ne craque complètement? Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans cette maison de retraite. Peut-être que c'est construit sur un ancien cimetière, ou que des événements tragiques s'y sont produits par le passé. Tout ce que je sais, c'est que cet endroit est hanté. Hanté par des âmes en peine, des esprits tourmentés qui ne trouvent pas le repos. Et nous, le personnel de nuit, nous sommes pris au piège au milieu de tout ça, forcés de côtoyer l'inexplicable nuit après nuit, de faire face à l'horreur sans pouvoir fuir. C'est un cauchemar éveillé qui ne semble jamais finir. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer. Vais-je finir par m'habituer à ces phénomènes, ou vais-je perdre la raison à force de les côtoyer? Une chose est sûre, je ne regarderai plus jamais les maisons de retraite de la même façon. Derrière la façade tranquille se cachent parfois des secrets bien sombres, des présences venues d'ailleurs qui ne demandent qu'à se manifester. Si vous travaillez de nuit dans ce genre d'établissement, restez sur vos gardes. Et si vous entendez des bruits étranges, ou voyez des choses inexplicables, dites-vous que vous n'êtes peut-être pas seul. Il y a peut-être des yeux invisibles qui vous observent dans l'obscurité. Je m'appelle Thomas, et je travaille comme agent de sécurité de nuit au musée d'histoire de Hesse depuis maintenant 3 ans. Je n'aurais jamais imaginé que ce travail allait complètement bouleverser ma vie et ma perception du monde. Tout a commencé il y a environ 6 mois, lors d'une nuit qui semblait ordinaire au début. J'étais en train de faire ma ronde habituelle dans les couloirs sombres du musée, éclairé seulement par ma lampe torche. Le silence était total, comme toujours la nuit. Soudain, j'ai entendu un murmure lointain. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être le vent qui s'infiltrait par une fenêtre mal fermée. Mais en tendant l'oreille, j'ai réalisé que ça ressemblait plutôt à une voix humaine. Intrigué et un peu inquiet, j'ai suivi le son jusqu'à une zone de maintenance rarement utilisée. Le murmure devenait de plus en plus distinct à mesure que j'approchais. C'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une tête humaine flottant dans les airs, ses lèvres bougeant comme si elle parlait. J'ai immédiatement reculé, le cœur battant à tout rompre. J'ai fermé les yeux quelques secondes, pensant avoir une hallucination due à la fatigue. Mais quand je les ai rouverts, la tête était toujours là. Paniqué, j'ai couru chercher mon collègue Marc qui faisait sa ronde dans une autre aile du musée. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu, m'attendant à ce qu'il me prenne pour un fou. Mais à ma grande surprise, il m'a cru sans hésiter. Il m'a avoué qu'il avait lui aussi vécu des expériences étranges ces derniers temps, mais qu'il n'osait pas en parler de peur qu'on le prenne pour un illuminé. Ensemble, nous sommes retournés vers la zone de maintenance. La tête avait disparu, mais les murmures étaient toujours là, comme un chuchotement incessant impossible à comprendre. Marc a sorti un détecteur EMF de son sac. Apparemment, il s'intéressait au paranormal et avait apporté du matériel. L'appareil s'est immédiatement affolé, les lumières clignotant frénétiquement. Nous avons décidé d'explorer davantage le musée cette nuit-là, pour voir si d'autres phénomènes se produiraient. En arrivant près de la salle du trésor,
qui abrite les pièces les plus précieuses du musée, nous avons tous les deux ressenti une présence oppressante. C'était comme si quelqu'un nous observait, mais il n'y avait personne d'autre que nous. L'air semblait plus lourd, plus froid. J'avais la chair de poule et je voyais que Marc était aussi mal à l'aise que moi. Soudain, l'alarme de sécurité s'est déclenchée, nous faisant sursauter violemment. Nous nous sommes précipités vers le panneau de contrôle pour la désactiver, mais elle s'est arrêtée toute seule avant même qu'on y arrive. En vérifiant les caméras de surveillance, nous n'avons vu aucun signe d'intrusion. C'était comme si l'alarme s'était déclenchée toute seule. Le reste de la nuit a été un enchaînement d'événements inexplicables. Nous avons vu des ombres se déplacer du coin de l'œil, entendu des bruits de pas alors que nous étions immobiles, et même senti des courants d'air glacés dans des pièces sans fenêtres. Mais le plus effrayant est arrivé vers 3 heures du matin, alors que nous passions devant une grande peinture représentant une scène de bataille médiévale. J'ai remarqué quelque chose d'étrange près du tableau. On aurait dit des fils invisibles qui dansaient dans l'air, comme des tendons ou des ligaments fantomatiques. Marc les a vus aussi. Nous sommes restés figés, observant ce phénomène inexplicable pendant ce qui semblait être une éternité. Puis, j'ai senti quelque chose me frôler la nuque. Ce n'était pas Marc. Il était à côté de moi et je voyais ses mains. C'était comme si des doigts invisibles m'avaient touché. J'ai poussé un cri et me suis éloigné brusquement. Marc a dit avoir ressenti la même chose au même moment. Nous étions complètement terrifiés à ce stade. Nous avons décidé de nous réfugier dans le bureau de sécurité jusqu'à la fin de notre service, trop effrayés pour continuer nos rondes. Assis dans le bureau, nous avons entendu le système d'annonce du musée s'allumer tout seul. Une voix indistincte a commencé à parler, mais impossible de comprendre ce qu'elle disait. Ça ressemblait à une langue ancienne, peut-être du latin ou du grec. Nous avons vérifié le système. Personne ne l'avait activé manuellement. Les heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Nous avons eu l'impression constante d'être observés, entendant des bruits étranges venant de partout dans le musée. Des objets semblaient se déplacer tout seuls sur les caméras de surveillance. À un moment, nous avons même vu une silhouette sombre passer devant une des caméras, mais quand nous avons vérifié les enregistrements, il n'y avait rien. Quand le soleil s'est enfin levé et que notre relève est arrivée, nous étions épuisés et complètement secoués. Nous avons essayé d'expliquer ce qui s'était passé à nos collègues de jour, mais ils nous ont regardés comme si nous étions fous. Le directeur du musée nous a même convoqués dans son bureau, inquiet de notre état mental. Depuis cette nuit-là, les phénomènes paranormaux n'ont pas cessé. Chaque nuit apporte son lot d'expériences étranges et effrayantes. Nous avons essayé de faire des recherches sur l'histoire du musée pour voir si d'autres avaient vécu des choses similaires. Nous avons découvert que le bâtiment avait une histoire sombre. Il avait été utilisé comme hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et de nombreux soldats y étaient morts dans des conditions horribles. Certains objets exposés ont aussi des histoires troublantes. La peinture devant laquelle nous avions vu les tendons invisibles aurait apparemment appartenu à un collectionneur d'art excentrique qui s'était suicidé de façon mystérieuse. D'autres artefacts proviennent de tombes anciennes ou de sites réputés hantés. Marc et moi avons essayé d'en parler à la direction du musée, mais on nous a clairement fait comprendre que si nous insistions avec ces histoires de fantômes, nous risquions de perdre notre emploi. Alors nous gardons ça pour nous, mais c'est de plus en plus difficile. Chaque nuit est devenue une épreuve. Nous ne savons jamais ce qui va se passer. Parfois ce sont juste des bruits étranges ou des sensations de présence. D'autres fois, c'est beaucoup plus intense. Il y a eu des nuits où nous avons vu des objets lévités, des apparitions fantomatiques, et même une fois où toutes les lumières du musée se sont allumées et éteintes frénétiquement pendant plusieurs minutes. Le pire, c'est cette sensation constante de ne pas être seul. Même quand rien ne se passe, nous sentons des regards sur nous, comme si chaque objet, chaque tableau nous observait. Il m'arrive souvent de me retourner brusquement, persuadé que quelqu'un se tient juste derrière moi,
mais il n'y a jamais personne. Nous avons essayé de rationaliser, de trouver des explications logiques. Peut-être que le vieux bâtiment a des problèmes électriques qui causent ces phénomènes, ou alors c'est le stress et la fatigue qui nous font imaginer des choses. Mais au fond de nous, nous savons que ce n'est pas ça. Ce que nous vivons nuit après nuit dépasse l'entendement. J'ai même commencé à remarquer des choses étranges chez moi. Des objets qui ne sont pas à leur place. Des bruits inexpliqués la nuit. C'est comme si quelque chose nous avait suivis hors du musée. Marc dit qu'il vit la même chose. Nous ne savons plus quoi faire. Quitter notre travail semble être la solution logique, mais quelque chose nous retient. C'est comme si nous étions liés à cet endroit maintenant, comme si ces entités, quoi qu'elles soient, ne nous laisseraient pas partir si facilement. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir comme ça. Chaque nuit est une torture psychologique, ne sachant jamais ce qui nous attend. Nous avons essayé de documenter ce qui se passe avec nos téléphones, mais étrangement, rien n'apparaît jamais sur les enregistrements. Je partage cette histoire parce que j'ai besoin d'en parler, de sortir ce poids de ma poitrine. Peut-être que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire. Peut-être que quelqu'un pourra nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce musée. En attendant, nous continuons à faire notre travail, nuit après nuit, dans ce musée qui semble avoir sa propre vie. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, notre vision du monde a changé à jamais. Il y a des choses qui se passent autour de nous, des choses que la science ne peut pas expliquer, et elles sont là, dans l'ombre, à nous observer. Je ne suis qu'un simple employé dans une station-service à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire ne se passe jamais ici, surtout pendant les longues nuits où je travaille seul. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cette nuit-là. C'était un mardi soir comme les autres. Il était presque minuit et la station était déserte. Seul le bourdonnement des néons et le ronronnement des réfrigérateurs brisaient le silence. J'étais assis derrière le comptoir, feuilletant distraitement un magazine, quand j'ai entendu la clochette de la porte tinter. J'ai levé les yeux et j'ai vu une vieille dame entrer. Elle devait avoir dans les 80 ans, toute menue, avec des cheveux gris coiffés en chignon. Elle portait une robe à fleurs démodée et un gilet en laine beige. Rien d'inhabituel à première vue, mais quelque chose dans son apparence m'a mis mal à l'aise. Peut-être était-ce son teint étrangement pâle ou son regard fixe et vide. Elle s'est approchée du comptoir d'un pas lent et hésitant. J'ai remarqué qu'elle ne faisait aucun bruit en marchant, comme si ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. « Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous ?» ai-je demandé poliment. Elle m'a fixé pendant quelques secondes, avant de répondre d'une voix faible et chevrotante. « Je cherche du sel de mer. C'est pour la tarte aux pommes de mon petit-fils. » Sa voix semblait venir de très loin, comme un écho. J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers le rayon des condiments. Nous n'avions pas souvent ce genre de demande en pleine nuit, mais j'étais habitué aux requêtes étranges des clients nocturnes. « Voilà, madame, j'en ai trouvé un paquet », ai-je dit en revenant vers le comptoir. Mais la vieille dame avait disparu. J'ai regardé autour de moi perplexe. Je ne l'avais pas entendue sortir et la porte n'avait pas sonné. Un courant d'air glacé m'a fait frissonner. L'atmosphère de la station semblait soudain plus lourde, oppressante. J'ai fait le tour du magasin, vérifié les toilettes, regardé dehors. Aucune trace de la vieille dame. C'était comme si elle s'était volatilisée. J'ai commencé à douter de mes sens. L'avais-je vraiment vue, ou était-ce une hallucination due à la fatigue? Le reste de la nuit s'est écoulé sans incident, mais je n'ai pas réussi à me débarrasser de cette sensation de malaise. Le lendemain matin, en rentrant chez moi, j'ai acheté le journal local comme à mon habitude. C'est là que j'ai eu le choc de ma vie. En parcourant distraitement les pages, mon regard s'est arrêté sur la rubrique nécrologique. Et là, en plein milieu de la page,
J'ai vu son visage. La vieille dame de la nuit dernière me fixait depuis une photo en noir et blanc. Mes mains se sont mises à trembler tandis que je lisais l'article. Madame Élise Durand, 82 ans, décédée il y a 2 mois d'une crise cardiaque. L'article mentionnait qu'elle adorait cuisiner pour sa famille, en particulier des tartes aux pommes pour son petit-fils. J'ai senti mon sang se glacer.